On a rappelé aussi avec le Premier ministre que l'accessibilité, c'est pas une option, c'est pas si on a envie. C'est une obligation légale de 2005, ça fait 20 ans. On a laissé du temps pour que les choses se fassent. Maintenant, voilà, ça suffit. On est en 2025, l'accessibilité, elle doit être pensée immédiatement, elle doit être pensée partout et on a encore des efforts à faire là-dessus. Il y a plein de super chefs d'entreprise qui s'engagent pour l'inclusion, qui valorisent les personnes en situation de handicap. Et donc, il faut aussi qu'eux nous aident à tirer l'ensemble des entreprises pour qu'on n'entende pas Très l'exemple. C'est impossible, on ne peut rien faire. Bonjour et bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une invitée exceptionnelle, Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre déléguée en charge des personnes handicapées. Depuis sa prise de fonction il y a 9 mois, elle sillonne la France à la rencontre du terrain, des associations, des entreprises, des personnes concernées. Elle a lancé le tour des solutions, porté des réformes clés et prépare les grands rendez-vous à venir. Dans cet épisode, on parle bilan, accessibilité, emploi, représentation, mais aussi simplification administrative, innovation et remboursement intégral des fauteuils roulants à partir de décembre. Bref, une conversation à la fois directe, engagée et pleine d'espoir. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Madame la ministre, merci beaucoup de m'accorder ce temps. Je suis ravie de vous recevoir. Merci à vous, Virginie. Déjà, si vous deviez vous décrire en quelques mots, comment vous feriez? Pas facile comme question, mais alors, si je prends les choses un peu basiquement, je dirais que je suis une femme de 47 ans, bientôt 48, maman de 3 enfants, 3 petits ados, 3 jeunes ados, donc qui sont bien animés. Et puis, je dirais que je suis une nordiste. C'est un peu ce qui me vient à l'esprit, parce que je suis assez ancrée dans mon territoire du Nord. Souvent, les nordistes d'ailleurs. Ils sont assez fiers de leur région. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est vrai qu'on nous caractérise toujours comme portant des valeurs de chaleur humaine, de solidarité. Et je me dis, bah oui, en fait, je suis assez nordiste, en fait. Et comment vous étiez petite et quel est votre parcours qui vous a mené jusqu'à faire de la politique finalement aujourd'hui? Moi, déjà, je suis née en Guadeloupe. Mais ensuite, je suis arrivée en métropole, j'avais 3 ans. Je suis revenue dans le Nord avec mes parents et ma mère est belge et grecque. Donc, j'avais un peu ce mélange aussi d'origine et d'influence. Bon, j'ai eu une enfance très heureuse en famille. Et mon père était très, très intéressé par la politique. Donc, en fait, on parlait beaucoup politique à table dans ma famille. Et ça, je pense que ça a quand même aussi marqué mon influence. C'est-à-dire que même s'il n'était pas carté, mon père, il parlait beaucoup politique et donc on était toujours très attentifs à l'actu. Moi, je sentais que j'avais une fibre d'engagement, quoi. J'avais envie Déjà petite, je faisais des petites actions pour, par exemple, pour des ONG, par exemple, pour des associations. Donc je crois que voilà, je pense que tout ça a fait un petit peu germer une forme d'engagement et j'avais envie de rentrer en politique, mais je trouvais pas vraiment de parti dans lequel je me retrouvais. Et c'est quand Emmanuel Macron a émergé, a présenté son programme que j'étais intéressée, j'ai eu envie d'en savoir plus, de découvrir plus ce qu'il faisait. Donc assez récemment finalement. Oui, c'est ça. En fait, j'ai adhéré à plusieurs partis politiques, mais dans lesquels je suis restée de façon très éphémère parce que c'était très tourné autour de la tactique politique électorale, mais pas beaucoup sur le fond, ou alors c'était un peu fouillis. Donc, je ne me retrouvais pas. Et donc, je me suis plutôt engagée dans l'associatif, dans l'économie solidaire notamment, où là, c'était plus concret. Comment est-ce qu'on aidait des entrepreneurs qui avaient des projets économiques, mais avec un impact sociétal ou environnemental. Et donc, j'étais bénévole dans les finances solidaires notamment. Et ensuite, est apparu Emmanuel Macron, j'ai adhéré à son projet. Ça m'a donné envie de faire campagne pour son projet politique, ce que j'avais jamais fait avant, j'avais jamais mis un tract dans une boîte aux lettres. Quand il a fait appel aux candidatures pour les législatives, tout de suite ça a matché en fait. Et moi dans mon parcours professionnel, j'étais à mon compte, j'avais ma société de conseil.
Ouais, en ressources humaines? En ressources humaines, et je travaillais beaucoup dans le secteur médico-social. Mais, ça faisait 7-8 ans que j'étais dans le conseil à mon compte. Auparavant, j'étais dans le conseil aussi en tant que salariée. Enfin voilà, j'étais un peu à un tournant dans ma vie où j'avais envie d'un nouveau projet. Et il a fait cet appel à candidature et je me suis dit: «Mais c'est génial, on peut aller, vraiment au cœur du réacteur, Ouais, c'était vraiment le bon sans moment. avoir de parcours politique, bah, j'y vais». Je me jette à l'eau, mais, sans trop y croire au départ parce que, bah, il y avait quand même très peu de chances que je sois sélectionnée alors que j'avais zéro Oui, réseau expérience, politique et expérience. Et ensuite il a réitéré son appel, mais orienté vers les femmes en disant: «Les femmes, faut y aller, venez», et ça m'a confortée aussi parce que c'est vrai qu'en tant que femme, on a toujours quand même un peu des barrières Mmh. à se dire: «Est-ce que je suis légitime? Est-ce que vraiment j'ai l'expérience? Est-ce que je peux?» et cetera. Surtout à ce type de poste et Bah, c'est à haut ça, niveau, ouais. donc et donc j'ai posé la question à des amis hommes qui m'ont dit: «Bah, évidemment, vas-y», Bon, et puis après il y a aussi la barrière de, et avec les enfants, ce changement de vie et cetera, et puis je me suis dit: «Bah, il faut suivre son feeling, il faut suivre son intuition», et puis voilà, la vague m'a emportée et j'ai été élue, et là je me suis vraiment, sentie à ma place, en fait. En fait, justement, avant d'être élu, on a eu tout l'engouement, pour, le handicap, pour changer le regard du handicap, notamment avec, le film d'Artus et ensuite, bien évidemment, avec les Jeux paralympiques et il y a eu beaucoup d'engouement et il se trouve qu'au moment, de nommer son gouvernement, monsieur Barnier a, omis de nommer la seule personne et c'était un lien, la personne qui avait un lien avec le handicap. Comment vous l'avez perçu, vous? D'abord, je pense que Michel Barnier, il a une vraie sensibilité très forte sur le handicap. Et il avait nommé Paul Christophe aux solidarités qui englobait, et l'autonomie, donc le handicap. Donc je pense que, et puis Paul Christophe qui a fait beaucoup de travaux sur le champ du handicap, donc pour lui, c'était pas un oubli. D'accord. C'était pas dans l'intitulé, mais c'était bien dans le projet. Mais effectivement, après, ça a questionné quand même beaucoup, ça a généré beaucoup d'incompréhension, et donc je pense qu'il a voulu réparer en fait, cette, incompréhension et renvoyer un message politique. Après, je pense que c'était nécessaire effectivement qu'il y ait, quelqu'un, au gouvernement qui soit, vraiment Dédié. dédié, compte tenu, de l'ampleur des enjeux, compte tenu du fait que le handicap, c'est en réalité un thème hyper transversal, et donc ça touche à tous les sujets de citoyenneté, de santé, de logement, d'emploi, enfin, donc ça nécessite quand même Oui. vraiment, beaucoup de temps et d'énergie. Et d'ailleurs, c'est vrai que je pense que c'est le seul poste qui est en lien avec tous les ministères. Bah, la culture, la santé, le sport, Oui, oui, il y a un des d'autres seuls. ministères comme, celui de l'égalité, Homme-femme. hommes-femmes, qui est quand même aussi très, transversal. Mais c'est vraiment un ministère très, très, interministériel. Ouais. Et comment vous interagissez avec les autres ministères, justement? Est-ce qu'il y a des Bah, points réguliers? Est-ce que c'est en fonction, oui. de vos priorités? Alors, en fait, on a une feuille de route commune qui est issue de la Conférence nationale du handicap, qui se retraduit après dans les comités interministériels. En fait, la Conférence nationale du handicap, c'est tous les 3 ans, les grandes orientations nationales, les grands engagements qu'a pris le président de la République. Et dans les comités interministériels du handicap, on redéfinit, on fait, le point un peu sur les avancées, on redéfinit un élan, on redéfinit des orientations, et donc à ce moment-là, moi je trouve que ce qui s'est passé, c'est que, même si on a eu une succession de gouvernements, le cap a quand même été toujours gardé, de garder une ambition forte, sur la Conférence nationale du handicap et ses objectifs. Et moi, j'ai vraiment ressenti, lorsqu'on a eu le 1er comité interministériel du handicap auquel j'ai participé en tant que ministre, le 6 mars dernier, que, il y avait une vraie dynamique, une vraie volonté avec mes collègues, et donc je les rencontre, les uns et les autres très régulièrement parce qu'on a des projets communs, D'accord. évidemment sur l'école. Oui. Je travaille, très, très souvent, on se voit beaucoup avec Elisabeth Borne. Évidemment sur la santé, avec, Yannick Neuder, donc l'emploi, enfin vraiment tous les sujets, donc on se voit régulièrement. Et vous, quelle est votre sensibilité, au handicap, finalement? Est-ce que comment vous avez été, nommée? Est-ce que c'était, une évidence pour vous, pour le gouvernement? En fait, moi, bon, comme tout le monde, par le biais de nos proches ou nos amis, qui sont en situation de handicap, mais aussi, j'ai fait,
pendant mon parcours professionnel, dans le cadre de l'économie solidaire, mes engagements bénévoles, j'ai fait aussi des rencontres et notamment la rencontre, avec Simon Hourier de Signes de Sens, qui travaille beaucoup sur les questions, d'inclusion et de la place des personnes en situation de handicap. Et il m'a expliqué cette vision d'approcher le handicap par ce que les personnes portent, ce qu'elles veulent, leurs projets et tout ce qu'elles peuvent et veulent faire, plutôt que de voir ce regard un peu ancestral de toutes les contraintes et de tout ce qui est impossible, en fait. Et ça a été assez déterminant. Et ensuite, dans mon travail professionnel de consultante en ressources humaines, moi, j'ai beaucoup travaillé dans le médico-social, donc avec des structures qui prennent en charge les personnes en situation de handicap, et donc avec les professionnels. Et je connaissais en fait ces différents organismes, leurs métiers, leurs enjeux. Donc, je savais aussi qu'il y avait des choses qu'il fallait changer. Et donc, quand j'ai été élue députée, je suis partie à la commission des affaires sociales pour pouvoir porter ces idées, ces valeurs. Et ensuite, je suis devenue aussi conseillère départementale. Et les politiques du handicap, elles sont portées par l'État et les départements. Donc là, ça m'a permis en fait de matcher et de regarder vraiment du focus très large de la France, ses ambitions, les enjeux et les politiques qu'on développe au niveau national. Et ensuite, jusque le dernier kilomètre, comment ça arrive auprès des personnes. Oui, donc vous étiez familière avec le handicap, plus ou moins. Alors, j'étais quand même très familière, mais je découvre tous les jours de nouvelles choses et tous les jours je connais de mieux en mieux, je pense, les personnes et surtout leurs attentes et ce qu'elles portent. Donc, oui, c'est tellement vaste. Oui, et c'est par les personnes elles-mêmes et leur militantisme ou leur vécu qu'au fil du temps, j'approfondis ma connaissance de ce qui, pour moi, devient une vraie boussole, en fait. De pourquoi je suis là et à quoi je dois servir. Et puis aussi avec qui je peux le faire, les partenaires, comment est-ce qu'on fait pour faire avancer les choses. Et là, d'ailleurs, ça fait, je pense, tout juste 9 mois que vous êtes en poste. Quel est le bilan que vous Je vais bientôt accoucher. C'est vrai, ça fait un petit bébé. Oui, c'est vrai que je regarde pas trop dans le rétroviseur parce qu'en même temps, on est dans un contexte politique qui est tellement instable et puis on l'a vu sur le premier gouvernement auquel j'ai participé, ça a duré 3 mois, que parfois c'est un peu difficile de se projeter et de se dire je vais faire des transformations, porter des réformes énormes. Et donc je me suis vraiment mis des objectifs assez précis en tête, avec une volonté de me dire, en fait, tous les jours, il faut que je puisse me dire à la fin de la journée, ça c'est bien, on a bien avancé sur telle ou telle problématique, et tous les jours regarder ce que je peux faire qui fait un peu avancer les choses ou qui lève des verrous, en fait, qui lève des barrières. Et est-ce qu'il y a une initiative que vous avez menée dont vous êtes particulièrement fière, justement ? Alors, fière, c'est un bien grand mot, mais d'abord, quand j'ai été nommée, il y avait vraiment l'enjeu des fauteuils roulants, la prise en charge des fauteuils roulants. Et c'était quand même quelque chose qui était travaillé depuis 1 an et demi, 2 ans, dont je voyais que c'était quand même un peu enlisé. Et je me suis vraiment mis en tête, en devoir de faire atterrir cette réforme parce que, évidemment, j'ai rencontré beaucoup de personnes concernées et qui me faisaient ressentir à quel point elle était attendue et qu'il fallait qu'on sorte de l'ornière et qu'on y voit clair. Je me suis vraiment attelée à ça et je suis très contente qu'on ait pu avoir un premier atterrissage en février pour cadrer le schéma de la réforme. Moi, j'avais vraiment dit, je veux écouter tout le monde, mais à un moment, on décide et on ne retarde pas en disant qu'il faut reprendre de façon plus globale, etc. Oui, parce on qu'on en décide parlait depuis un moment déjà. Et on fait avancer les choses, mais en ayant comme objectif qui est vraiment pas trop dans la raquette, qu'on arrive à répondre à la promesse de faire en sorte que tous les fauteuils roulants soient pris en charge
et de trouver l'équilibre entre tout le monde, les usagers, Les revendeurs aussi. voilà, les fabricants, les revendeurs, tous ceux qui s'occupent de la maintenance, les distributeurs. Notre boussole commune, c'est les personnes à la fin qui ont besoin de ces fauteuils roulants. Donc il faut qu'on atterrisse et qu'on avance et qu'on se donne les moyens de réussir et de faire évoluer les choses. Sinon, on s'aperçoit qu'il y a des trous dans la raquette. Donc on a mis en place un comité de suivi D'accord. et je le suis de très très près pour s'assurer qu'au 1er décembre, tout va bien rouler, c'est le cas de le dire, Donc, voilà, 1er et décembre. tout bien se passer pour que les personnes puissent voilà, avoir leur première prescription qui feront l'objet D'accord, donc là, au des 1er remboursements. décembre, La réforme est opérationnelle au 1er décembre. tous les fauteuils roulants Oui. seront intégralement remboursés. Voilà. Donc, moi, ce qui m'avait un petit peu interpellée, c'était quand le président Macron avait annoncé une liste, justement, de fauteuils roulants. Et moi, je me dis, mais si on a une liste, c'est que, par déduction, tous les fauteuils ne sont pas remboursés. Ce qu'on veut, c'est que cette liste, elle soit la plus exhaustive possible. D'accord. Parfois, ce qui se passe, c'est que... Alors, le principe de base, c'est qu'il faut que les fauteuils, Oui. les options et les adjonctions soient prescrites par un professionnel de santé. C'est-à-dire qu'on doit se garantir que c'est ça qu'il faut bien à la personne. Donc, quel que soit le... Et ça ne peut pas être tout et n'importe quoi. Il faut que ce soit des fauteuils et les objets qui sont liés, qui soient agréés, je ne sais pas si c'est le bon terme, par la Haute Autorité de Santé. D'accord. Donc là, en fait, c'est hyper complexe parce qu'il n'y a pas un seul fauteuil, il y a une myriade de types de fauteuils, ainsi qu'une myriade de types d'options et d'adjonctions, et que derrière, il y a des négociations aussi qui doivent se faire pour que tout le monde y trouve son compte. Mais cette liste, elle est posée parce qu'à un moment, il faut poser un cadre dans lequel les professionnels de santé peuvent se référencer. Pour la sortir, j'ai vraiment travaillé étroitement avec les associations pour qu'on se garantisse qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. On a passé au crible vraiment un grand nombre de modèles et on s'est organisé pour pouvoir faire rentrer de nouveaux objets ou dispositifs. Oui, les Par exemple, il y a la accessoires. question de la 3e roue. Ouais. Ça, c'est un sujet qui est remonté beaucoup. Aujourd'hui, elle n'est pas agréée par la HS, donc on a mis en place une solution pour que les fabricants puissent déposer un dossier d'agrément auprès de la HAS. Là, ça va pouvoir se faire, et pour que la HAS puisse rendre son avis le plus tôt possible et voir si ça peut rentrer dans la liste. Et tout procède de cette façon. Mais vraiment, l'intention, elle est de faire rentrer tous les fauteuils roulants dans cette liste. Tous les fauteuils roulants, donc, qui auront une prescription médicale. D'accord. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une prescription médicale. Prescription médicale. La 3e roue, le problème, c'est que ce n'est pas considéré pour l'instant comme un dispositif médical. Donc, c'est ça Voilà, aussi c'est pour qui ça qu'il faut bloque, cette estampille de la Haute Autorité de HAS. Santé. Et donc, il faut que les fabricants déposent un dossier auprès de la HAS. Et nous avons mis en place les conditions pour que la HAS puisse étudier ça dans les délais les plus brefs, avec l'objectif que ça puisse se faire d'ici à la fin de l'année. Génial, ça pourrait aider beaucoup de personnes dans leur autonomie. Bien sûr, ouais. Et autre question, toujours concernant les fauteuils, il existe aussi les fauteuils de douche. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas pris en charge, ils coûtent environ 500 €. Et en fait, c'est tout simplement pour des besoins primaires, de pouvoir se doucher, de pouvoir aller aux toilettes. Et est-ce que ces fauteuils roulants sont prévus dans la prise en charge? Parce qu'en fait, la 3e roue, c'est génial, mais il faudrait qu'on ait au moins ce type de fauteuil remboursé. Alors ça, il faut que je regarde, parce que c'est la première fois qu'on me pose la question Ah ouais. sur le fauteuil de douche, et que c'est le même principe à chaque fois qui est suivi. Est-ce que Ouais. c'est bien dans une prescription médicale? Est-ce que c'est bien un dispositif agréé, etc. Donc si ça remplit ces conditions-là, oui. Parce qu'en général, oui, il y a une prescription médicale et c'est suivi, comme le fauteuil roulant, par une prescription aussi de la part de l'ergothérapeute qui évalue les besoins de la personne et les meilleurs Ce qu'il faut voir, c'est réglages. si c'est considéré comme un fauteuil roulant. Mais ça, il faut vraiment que je regarde en détail, et je vous promets de regarder Ok. et de vous faire une réponse. Vous faisiez le tour des solutions, justement, là, depuis le début de l'année. Quelles sont les initiatives qui vous ont le plus marqué? Alors ça,
un peu les sujets que je prends à bras-le-corps. Moi, j'ai été beaucoup interpellée en tant que députée ou conseillère départementale par, des personnes en situation de handicap ou des parents d'enfants en situation de handicap pour, la lourdeur, la souffrance même que représente le fameux dossier MDPH, les délais de traitement et cetera. Et donc je me suis dit: «S'il y a un truc qu'il faut qu'on fasse, très vite, le plus vite possible en tout cas, c'est de régler ce qui peut l'être sur ce dossier». Par rapport à sa J'ai lourdeur justement Par rapport administrative? à sa lourdeur, le dossier en lui-même, il est lourd, il est complexe. C'est tout un tas de procédures aussi, autour. Ce qui m'est évoqué, régulièrement évidemment, c'est le fait de devoir refaire le dossier plusieurs fois. Enfin, tous Rejustifier les son ans, tous les 2 handicap, ans, rejustifier son handicap. ouais. Parce que moi, en tant que députée, je pensais que c'était réglé, puisqu'on l'a mis dans la loi, mais en réalité, c'est pour un périmètre, défini, c'est pas D'accord. encore complètement intégré dans les pratiques et cetera. Et pour un certain nombre de sujets comme ça, finalement, on a encore des procédures qui sont un peu un carcan aussi pour les agents des MDPH. Donc j'ai voulu en fait aller à la rencontre des usagers, des agents des MDPH et aussi des associations, un peu partout en France, pour, les entendre sur, c'est quoi les problèmes et comment enfin, qu'est-ce qui ferait que, vous sentiriez qu'on enlève, des pierres dans le sac à dos, qu'on allège le fardeau? Oui, sans enlever Et pour on a autant, eu, beaucoup de propositions. On est allé un peu partout en France. On est allé aussi en outre-mer. On est allé dans des territoires urbains, des territoires, ruraux, parce que, je voulais vraiment qu'on puisse prendre en compte un peu, toutes les situations. Et là, on est en train, avec, d'autres partenaires, avec les départements, avec, les associations, avec le CNCPH évidemment, de mouliner un petit peu, tout ça, pour voir, ce que l'on peut en faire ressortir et d'ici, mi-juillet, je ferai les présentations du plan d'action, qui en ressort. génial. Parce qu'aujourd'hui la MDPH, donc pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'est la maison départementale pour les personnes handicapées et elle est, régionalisée et aujourd'hui c'est vrai qu'on a par exemple, plus de facilité à avoir des réponses pour, le 75 et c'est plus compliqué dans le 92. Est-ce que justement toutes ces facilités-là vont être, uniformisées, sur, le territoire? Bah, c'est ça qu'on Ouais, cherche en fait, c'est qu'on a vu qu'il y avait des MDPH qui avaient réussi à réduire les délais ouais, de vraiment. traitement de façon drastique. Avec des Parce qu'ils ont mis en place aussi certains moyens pour, résorber un petit peu des stocks, importants qu'ils avaient. Ils ont mis en place des outils, des procédures et donc tout ça, on les a répertoriés pour pouvoir, mieux les partager. C'est aussi des moyens de mieux informer, de mieux communiquer entre, la MDPH et les personnes et puis après, il y a des procédures nationales et celles-ci, il faut qu'on les retravaille aussi. Parce qu'on peut encore améliorer les choses en les réformant. là justement on parlait de la loi handicap qui a fêté ses 20 ans et un des plus gros sujets, c'est le sujet de l'accessibilité et notamment l'accessibilité, physique, des commerces, Bah oui, mmh. des ERP et cetera et comment on peut expliquer qu'aujourd'hui il n'y a que 15 des établissements qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite? Alors c'est plus que ça en réalité, tout dépend aussi du type, Oui, d'établissement. Là, on a fait un petit peu le point, mais par exemple, les hôpitaux sont, à près de 90 accessibles. On a encore des progrès à faire dans certains tribunaux, des commissariats, des gendarmeries et cetera, mais il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Ensuite, c'est dans l'espace public, en général que les Mmh. questions aussi, se posent. Les gares, là, elles ont aussi beaucoup, progressé. Il y a eu des améliorations, mais on n'est pas encore au bout parce que, il y a un peu un réflexe de se dire: «Ah oui, mais ça coûte trop cher, c'est pas possible, on n'y arrivera pas». En réalité, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, déjà quand les projets sont pensés en amont. Donc pour moi, j'ai un énorme enjeu, c'est que, notamment les collectivités et particulièrement les communes, se saisissent vraiment de cet enjeu et pensent l'accessibilité Dès le en départ. amont dans tous leurs projets dès le départ et le fassent, en associant, des usagers. On a vu les comités, usagers, experts usagers pendant les JO notamment. Quand on fait tester par les personnes, c'est quand même le meilleur moyen de se rendre compte si c'est accessible pour tel Bien sûr. handicap et tel autre. Donc ça marche et j'ai demandé à ce que, à la délégation interministérielle à l'accessibilité de construire une boîte à outils pour les aider,
à trouver des inspirations, trouver des bonnes idées, les modes d'emploi, pour que ce soit aussi plus engageant, en fait, pour les élus qui voient un petit peu des idées de projet et que ça les lance. Et puis, on a rappelé aussi avec le Premier ministre que l'accessibilité, c'est pas une option, c'est pas si on a envie. C'est une obligation. C'est une obligation légale de 2005, ça fait 20 ans. On a laissé du temps pour que les choses se fassent. Maintenant, voilà, ça suffit. On est en 2025. L'accessibilité, elle doit être pensée immédiatement, elle doit être pensée partout et on a encore des efforts à faire là-dessus. Mais moi, je veux qu'il y ait une vraie prise de conscience que chacun, quand on est un commerçant, quand on est un chef d'entreprise, quand on développe des transports, ben, on a cette obligation de penser à tout le monde, à toutes les personnes qui sont concernées, c'est-à-dire à tous les Français. Mais là, quand vous dites ça suffit, moi je suis 100% d'accord avec vous. Mais je me dis jusqu'ici, comment il se fait qu'il n'y ait pas eu de, je sais pas, des contrôles, des sanctions? Parce que si c'est une obligation, si on ne suit pas la loi, on a des Oui, sanctions. et les sanctions, elles sont Donc, je prévues dans comprends la pas. loi 2005. Donc, il y a eu un peu des dérogations, enfin pas des dérogations, mais des délais qui ont été accordés. Et il y a des formes de dérogation aussi. Mais le Premier ministre a dit, notamment lors du dernier comité interministériel, et parce qu'il était sous le signe aussi on a voulu vraiment le mettre sur l'angle de l'accessibilité, Oui. a rappelé que c'était pas une option, que c'était une obligation et qu'il allait demander maintenant au préfet d'aller faire des contrôles et de rappeler la règle et le cas échéant de sanctionner lorsque les règles ne sont pas respectées parce que, voilà, maintenant, c'est pas acceptable, on peut pas continuer comme ça. Donc il faut qu'on rende la société accessible. Mais de façon plus globale, heu, je trouve que c'est une vision et une perception, en fait, du handicap. On ne se rend pas compte tant qu'on n'est pas soi-même concerné de l'ampleur, en fait, des entraves qui sont mises pour les personnes et des cassures que ça génère aussi dans notre société. Et moi, je crois beaucoup qu'on a besoin d'avoir une société qui soit plus bienveillante, plus empathique et où on pense un peu les uns aux autres et on fait un peu attention aux uns et aux autres. Et donc, ça veut dire ne pas se demander que si ça me convient à moi, mais est-ce que globalement, mes concitoyens... Donc, c'est aussi un message. Moi, je suis un peu dans la carotte et le bâton. D'un côté, donnons des idées, montrons la voie, valorisons les belles initiatives. Et il y en a plein. Il y a plein de super chefs d'entreprise qui s'engagent pour l'inclusion, qui valorisent les personnes en situation de handicap. Et donc, il faut aussi qu'eux nous aident à tirer l'ensemble des entreprises pour qu'on n'entende pas Montrer l'exemple. c'est impossible, on ne peut rien faire. On met aussi je veux dire, le service public, notamment le service public de l'emploi, France Travail, s'engage aussi pleinement et on fait en sorte, avec la ministre du Travail, qu'on puisse basculer vraiment dans un accompagnement aussi très proactif des chefs d'entreprise pour qu'ils y aillent. Et en même temps, bah oui, il y a quand même des contrôles et des sanctions financières, notamment si on ne respecte pas l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap. Parce que là, si on revient à l'accessibilité, moi, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est que je vois de nouveaux commerces qui ouvrent et qui ne sont pas accessibles. Et je me dis, mais à quel moment ça a pu être validé, ça a pu passer, en fait? Oui. Et je trouve, Et ça, c'est la loi. Et en plus, enfin, si on regarde de façon très pragmatique, j'ouvre un commerce, donc j'ai quand même un peu l'objectif d'avoir des clients. bien sûr. Parmi eux, une bonne partie sont en situation de handicap ou à mobilité réduite ou ont besoin d'aménagements particuliers. Et donc, en faisant attention à eux, je m'ouvre aussi davantage de potentiel. Et c'est vraiment le message qu'on porte. Bien sûr, on a... Moi, ce qui m'a un peu sidérée, c'est que on a mis en place un fonds d'aide à l'accessibilité pour aider à faire les travaux. Et ce fonds, il était quand même doté de 300 millions d'euros, ce qui était énorme. Et finalement, il a été très, très peu utilisé. C'est 400 millions d'euros qui ont été utilisés. Ouais, c'est rien du tout. Donc là, je me suis dit, bon, c'est même pas qu'un problème d'argent, en fait. C'est un problème qu'on n'y pense pas ou on ne voit pas l'intérêt. Je pense qu'il y en a qui Donc sont il pas faut au courant. booster. Et Donc il faut ces contrôles qu'a appelé le Premier ministre. Et en même temps, montrer les solutions, il faut les partager. Donc on a besoin, c'est pour ça que je dis que les maires sont fondamentaux, parce qu'il faut qu'eux, ils portent aussi ce message-là auprès de leurs commerçants, dans leur...
les fédérations de commerçants, et cetera, il faut qu'ils soient moteurs, là-dessus. Il y a plein de solutions qui ne sont pas nécessairement des solutions hyper coûteuses On est d'accord, ça peut être et une petite encore rampe moins quand on y amovible. pense tout de suite. Ouais. Hem, Oui, si c'est inclus dès le départ, ça coûte souvent plus cher d'adapter quelque chose qui n'est pas accessible a posteriori que de le faire en amont, Absolument tout le temps. et souvent, c'est comme toujours, quand on fait une innovation, une adaptation, pour prendre en compte, des personnes en situation de handicap, on s'aperçoit que, finalement, beaucoup de clients sont très contents de ça. Bien sûr. Que ça bénéficie, à tout le monde et donc de plus en plus on voit, moi je crois quand même qu'on voit, cette notion d'accessibilité universelle se développer. Il y a quand même une conscience qui se fait, mais ce que je veux, c'est que notamment là, lors des prochaines municipales, le projet municipal qui n'intègre pas, l'accessibilité et l'inclusion, il soit un peu has-been quoi et qu'on Mmh. puisse se dire: «Bah non mais attends, tu Forcément. oublié ça, comment tu pu oublier ça?» et donc on va leur mettre à disposition ces outils pour les inspirer et rappeler que un c'est la loi et 2 il y a plein d'innovations et plein de solutions, Oui, qui sont à leur peu portée en coûteuse aussi. réalité. Régulièrement, quand je vais, dans un commerce, je soumets l'idée à chaque fois de rendre accessible évidemment l'entrée notamment et parfois il suffit juste de mettre une rampe amovible qui coûte même pas 100 € et la dernière fois, ce qu'on m'a répondu, c'était vraiment pas mal. On n'a pas de gens comme vous ici. Bah oui, bien C'est su sûr, bah, c'est sûr que si tu faut mets pas pas de qu'ils se rampe, cassent une jambe. et elle m'a dit: «Mais si vous n'êtes pas contente, allez ailleurs». Ouais, non mais Voilà ça donc c'est inadmissible bah, en fait d'entendre des choses comme ça. heureusement tout le monde n'a pas cette mentalité, Oui, mais ça évolue, mais il y a quand même, des personnes réfractaires qui sont, sous leur, prisme de leur petite, personne et de leurs habitudes et qui voient pas justement le vivre ensemble et comme vous disiez si justement, le potentiel en termes, de chiffre d'affaires parce que les personnes en situation de handicap, c'est souvent tellement galère de se déplacer, dans la rue, dans les transports et cetera, que lorsqu'on se rend dans un commerce, dans une boutique ou autre, oui, c'est vraiment très quand tu es content. décidé, à acheter en fait. Bah oui, bien sûr, Donc mais je c'est pense que, d'abord, ce qu'on vous a répondu, c'est inadmissible, ouais, c'est illégal ouais. parce que c'est une discrimination, Mmh. et avec, les parlementaires, on a ouvert, un chantier, de réflexion sur un travail législatif transpartisan avec tous les groupes politiques du Sénat et de l'Assemblée et ce qu'on a fait émerger, parmi les pistes de travail qui vient aussi des travaux d'évaluation de la loi 2005, c'est qu'il y a encore des discriminations évidemment et qu'il y a aussi besoin, de lutter contre ces discriminations. Donc moi je veux en faire un vrai cheval de bataille et que bien sûr que ça passe aussi par des sanctions et donc on est prêt aussi à regarder quelles sanctions on peut, développer, amener, réaffirmer. Parce que ça, c'est pas possible en fait, d'entendre ça. Ça n'est pas possible. Encore une fois, c'est illégal et c'est de la discrimination. Là, quand on parlait, accessibilité, Rachida Dati, du coup, avec qui vous travaillez en étroite collaboration sur les sujets culturels, annonçait que l'accessibilité était, devenue obligatoire dans les cursus d'architecture, donc ce qui est, génial, enfin, ouais, Indispensable, bah oui. indispensable et je Mmh. pensais que ça l'était depuis longtemps, mais au moins on comprend mieux, pourquoi il y a plein d'absurdités qui étaient, dans les bâtiments, Oui et actuels. d'ailleurs, il y a même des architectes qui le disent, qui disent: Oui, «Mais en fait, moi, je sais pas très bien, c'est ce ça, qui marche vraiment bien». C'est pour ça qu'on rappelle que les comités, d'experts d'usage, c'est quand même une c'est très, très bonne essentiel, ouais. solution. Parce qu'évidemment, d'un handicap à l'autre, il y a plein de questions, qui peuvent se poser. Et puis, en fait, ça renvoie de façon un peu globale à connaître le handicap et à être formé. Moi, je le vois, par exemple, avec les médecins. Maintenant, on forme les jeunes médecins au handicap Mmh. et connaître le handicap, avoir conscience que, quand on accueille, un patient, qui, est aveugle, qui est sourd, qui est en fauteuil roulant, il y a des, façons de faire, qui, facilitent les choses, et qui font partie du métier. C'est extrêmement important. On le voit aussi à l'école avec les enseignants, on a besoin de leur apporter de la formation pour qu'ils aient des clés aussi pour mieux Et accueillir. identifier les handicaps, et mieux adapter leur pédagogie. La formation, la sensibilisation, c'est quand même, un combat et c'est vraiment un enjeu majeur. On le voit dans tous les pans ministériels, en fait, finalement. Et on parlait accessibilité, mais parlons accessibilité numérique cette fois-ci. Mais j'ai reçu récemment Gaël Rivière, qui est président de la fédération, handisport et champion paralympique de Cécifoot, qui indiquait justement qu'il y avait encore,
beaucoup de travail à faire au niveau de l'accessibilité numérique sur les services publics notamment. Oui. Et quelles sont les initiatives que vous comptez mettre en place ou qui sont en Alors cours? là, on a demandé, notamment à tous les ministères de se mettre en conformité. Il y a une directive européenne qui rentre en vigueur à partir du 28 juin. Donc le travail est quand même, très, 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 enclenché. Mon collègue, Laurent Marcangeli, travaille aussi sur l'accessibilité, de l'accès au droit. On est en train de développer, notamment avec les France Services, les maisons France Services, de l'accompagnement aussi, des personnes en situation de handicap et l'accessibilité aux services aussi, numériques. Donc on y travaille pour accélérer les choses et puis, là encore, il y a des outils et c'est drôle parce que c'est un de mes proches, qui est en charge de rendre accessible, le site de son entreprise, qui m'a dit: «Mais c'est génial en fait le gouvernement, tous les outils que vous proposez. On a, tout un décryptage de la Mmh. directive et les moyens de faire les choses pour rendre, vraiment nos outils numériques accessibles». Donc j'ai envie de dire: «Allez-y, servez-vous, utilisez ce qu'on met à votre disposition». Parce qu'encore une fois, la loi, elle s'accompagne aussi de beaucoup d'outils et de solutions. La spécificité du podcast Dialogue, c'est que l'invité me pose à son tour 3 questions. Donc, madame la ministre, je vous écoute. Moi, j'ai envie de poser une question, peut-être elle est trop intime alors, Pas de mais problème, je non. me permets, Non, je non, me pas de jette à problème. l'eau, parce que vous avez, votre handicap, il est consécutif à un accident et je me demande, enfin, comment est-ce qu'on va chercher, l'énergie finalement, pour passer en fait le cap? Parce que moi, je rencontre beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont handicapées, de naissance, qui sont très, entravées avec des polyhandicaps et qui se sont forgés leur personnalité avec ça et waouh, je rencontre des jeunes qui ont une énergie à revendre et qui sont très militants de leurs droits, de leurs envies, de leurs projets. Mais j'ai rencontré aussi, notamment beaucoup de sportifs, qui ont, connu des accidents graves qui les ont donc c'était un peu, comment vous avez, finalement puisé un peu les ressources pour, transformer votre vie et vivre avec ce handicap? Alors ça n'a pas toujours été, si simple. Moi, j'ai eu mon accident il y a 7 ans, donc bien évidemment au début, le monde s'écroule, on avait une vie toute tracée, un super job, j'étais très sportive et cetera et on repart de zéro, on se demande ce qu'on va devenir et et en fait, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait de pouvoir récupérer un petit peu aussi et je pense que le fait, de récupérer, ça génère quand même pas mal d'espoir de jour en jour et aussi le fait d'être bien entouré par des proches. Donc ça, c'était dans la première partie vraiment, post-accident et rééducation. Ça a duré un peu plus de 2 ans et après, une fois arrivé dans la vraie vie, qui n'est pas du tout adaptée à nous, donc là, c'est vraiment une claque, supplémentaire parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, de transport, de mobilité, d'accessibilité et cetera. Hem, Là, je me suis dit, «Je peux pas retourner dans mon ancien, poste et j'ai envie de faire quelque chose qui a plus de sens, qui a de l'impact et qui va aider, les personnes qui sont sensibilisées au handicap et les personnes qui ne le sont pas. Ou bien aussi les personnes qui sont dans ma situation et qui ont besoin, de se projeter, de trouver, des ressources aussi. Et en fait, ce qui m'a aidée, ça a été notamment les réseaux sociaux, de pouvoir, aider, de pouvoir témoigner et de pouvoir, sensibiliser, à ma façon avec une touche d'humour, toujours et petit à petit, c'est ce qui a développé, les activités professionnelles que je mène aujourd'hui et en fait, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est d'avoir de l'impact comme vous l'évoquiez tout à l'heure et dans votre, adolescence notamment. Je pense que c'est ça qui est le plus de ressources et puis le fait de se dire que, je suis passée tellement, près de la mort que si je suis encore là, ben, go, il faut y aller et j'ai pas envie de me morfondre, une deuxième fois. Ce sera un peu la double peine d'alimenter, bah, sur, la négativité, sur le fait de tout ce que je ne peux plus faire, Mmh. alors que le scope est encore grand, sur, tout ce que je peux faire. Mmh. Donc, voilà, c'est ça aussi qui me donne de la force et puis, des belles rencontres, comme avec vous aujourd'hui, le fait de faire de jolis projets, c'est ce qui me porte et Mmh. ce qui m'aide à avancer aussi, quoi. Mais je pense que c'est, une grande leçon de vie, en fait et moi, je vois, les personnes que je rencontre tous les jours, elles,
elle m'épate en fait justement de tout ce qu'elle porte, de toute cette énergie et de comment ça vient un peu bousculer. En fait, je trouve que, c'est peut-être ça, ce qui fait qu'on a, des personnes, qui veulent pas voir, qui veulent pas trop bouger, qui sont dans la discrimination et cetera. Parce qu'en fait, on vient un peu les secouer, les sortir de leur zone de confort, et je pense que c'est vraiment important qu'il y ait un peu cet aspect, porte-voix. Oui, il y a une vraie peur, Heu en fait. et l'autre question que je me posais aussi, Oui. c'était, en tant que femme en situation de handicap, pour vous, c'est quoi un peu parce que ce que je vois, alors les femmes, elles sont plus discriminées dans le Mmh. travail, elles sont plus vulnérables et cetera, globalement. Mais les femmes en situation de handicap, elles sont aussi, plus vulnérables, aux violences, plus discriminées aussi, dans leur, travail et je voulais vous demander si vous le ressentez comme ça et si, là aussi, enfin, qu'est-ce que vous attendriez de la ministre du handicap, pour, Mmh. justement pour, mieux accompagner les femmes et faire que les femmes, elles soient aussi plus Plus, fortes, d'un côté, oui, je me sens peut-être plus vulnérable, de par mon handicap et mon manque d'autonomie. Donc ça, je sais pas si c'est le fait d'être une femme. J'aurais été un homme, je me serais sentie vulnérable aussi. Mais il est vrai que, ben, en étant une femme, on l'est plus. Mais aujourd'hui, je me sens pas moins, enfin, à part les remarques qu'on entend, «Ma pauvre», «Ma belle», enfin, toutes les remarques un peu sexistes, ouais. sexisme ordinaire, mais bon, handicap ou pas, peut-être des remarques un peu plus infantilisantes. Et puis, il y a des personnes qui se permettent plus de choses, hem, du fait que je sois une femme et en situation de handicap. Je sais pas si vous en avez entendu parler récemment, mais j'utilise le transport, PAM, donc Ouais. la solution donc de transport pour les personnes en situation de handicap d'Île-de-France Mobilités, et typiquement, il y a un chauffeur qui s'est très mal comporté Ah oui, j'ai vu et ça. voilà, et ça a été vraiment, Qui est parti complètement en vrille, ce qui est voilà, hallucinant. qui est vraiment, c'était d'une violence, pas physique, mais c'était vraiment, ça m'a vraiment, choquée. Mmh. Et je pense que c'est ce type de vulnérabilité aussi qui fait que des personnes se permettent plus de choses qu'avec d'autres personnes. Parce que typiquement, moi il me reste pas beaucoup de capacité pulmonaire, je peux pas crier, et le chauffeur, je hurlais parce qu'il passait les dodanes à fond, parce que c'était vraiment, compliqué, et il mettait le son encore plus fort. Enfin voilà, plein de choses, qui font que j'étais un peu en position, d'infériorité. Donc je sais pas ce qu'il faudrait faire. De toute façon, là, on m'a recontactée, il va y avoir de lourdes À mon avis, sanctions, oui, ouais, j'aimerais qu'il soit il va plus avoir de sur très le lourdes circuit, sanctions et ensuite, ce qui me touche beaucoup, c'est les jeunes, en fait. Des jeunes en situation de handicap, qui, ils sont drôles parce que, ils ils ont vraiment, des envies, de liberté, de projets, de quitter papa, maman, d'avoir leur appart, d'être en coloc ou d'avoir leur appart à eux, d'avoir un travail, d'être Mmh. reconnus et cetera. Je trouve que ces jeunes-là, en fait, ils sont, vraiment d'abord, il faut absolument, les entendre et les soutenir hein, Mmh. pour qu'ils puissent vivre leurs projets et leur vie de citoyen. Mais aussi, enfin, en tout je sais pas, c'est pas vraiment une question, mais je me dis qu'eux, il faut vraiment les porter, les valoriser, leur donner la parole et les remettre aussi un petit peu en En confiance. peut-être en ouais, puis en exemple, en fait, j'ai envie de dire parce que, tu sais, moi, je suis maman de 3 enfants, 3 ados, et je me dis, ben, ils ont plus de facilité dans la vie pour, faire leurs projets et cetera et à côté, ben, on voit des jeunes, comme ça qui ont une énergie, une niaque débordante et je trouve que, bah, c'est des beaux modèles aussi, donc Bien sûr. voilà. Est-ce que vous voyez aussi, tous ces jeunes-là? Est-ce que vous pensez les Pas interviewer? Interviewer un jeune, comme Pourquoi ça? pas? C'est vrai que j'en vois pas, régulièrement. Enfin, moi, j'habite dans une résidence et il y a un foyer, juste à côté. Donc j'en croise, très régulièrement, et je suis amenée, à échanger avec eux quand je le peux. Et j'interviens aussi dans des collèges et des écoles pour sensibiliser, mais du coup, des personnes, qui ne sont pas en situation de handicap. Et c'est vrai que
Je pense que c'est important, comme vous le disiez tout à l'heure, que c'est clé la formation, la sensibilisation parce que ce sont les futurs, professionnels de demain et ce sont les personnes qui vont devoir, recruter des personnes en situation de handicap aussi. Donc c'est bien de ne pas en avoir peur et de pouvoir, voir que justement handicap et performance, compétences peuvent aller, de Vont de pair, pair, et absolument. tout le monde n'en est pas convaincu. Bah, voilà, je pense que c'est tout l'enjeu et en fait, je dirais si je dois faire un peu le bilan des 9 mois, Ouais. moi, je dirais c'est vraiment cette prise de conscience que j'ai eue un peu vraiment encore plus forte de, pourquoi la convention, internationale des droits des personnes en situation de handicap, elle est très importante, elle doit être une boussole pour nous. C'est parce qu'elle traduit vraiment, l'expression de ça, de la place pleine et entière de citoyen que, notre société doit apporter aux personnes en situation de handicap. L'école est le premier vecteur, vraiment, avec Elisabeth Borne, on accélère et on déploie des moyens dans l'école parce qu'on veut que les enfants puissent aller à l'école en étant bien accompagnés, que les enseignants se sentent aussi soutenus. Donc une école, inclusive vraiment pour tous les élèves? Oui, le but, c'est ça parce que, en fait, ce qui est important, c'est que les enfants, ils puissent évoluer et grandir ensemble Mmh. pour qu'on se connaisse, pour qu'on fasse société tous ensemble. On ne doit plus avoir, des enfants en situation de handicap qui sont, sur le bord de la route, qui sont en marge de la société. Mais évidemment que, en fonction du type de handicap, il y a besoin d'un accompagnement particulier. Donc ce qu'il faut, c'est que cet accompagnement, il soit bien présent. En fait, ce qui manque Mmh. aujourd'hui, c'est ça et pas qu'il soit à côté. Il faut qu'il soit dans la société, à commencer, par l'école, et c'est ça qu'on veut faire et moi, je crois vraiment beaucoup que notre société, en se tournant vers cette ambition, Mmh. hem, elle va, ouvrir, une notion de bienveillance et de résilience pour tout le monde, en fait, pour tous les citoyens. C'est un petit peu dans les sociétés scandinaves où on le retrouve, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un concept, notamment en Pour Finlande, l'éducation? sur l'éducation des enfants et la résilience à avoir face aux épreuves, et cetera, l'empathie aussi, les 2 vont ensemble et je crois que notre société, elle a véritablement besoin de se tourner vers ça, parce qu'on voit que notre société, elle crée de la souffrance aujourd'hui. Pourquoi il y a autant de jeunes en souffrance psychologique? Pourquoi les gens sont déprimés alors qu'on a quand même des conditions de vie bien meilleures que dans plein d'autres pays dans le monde? Heu, je crois que c'est parce que, il manque cette attention, réciproque les uns envers les autres, ce partage, cette ouverture, et cette bienveillance. Donc il faut qu'on la cultive. Et Et cultiver ça autour du handicap, comme c'est quand même ultra large et le handicap, c'est tellement de situations, physiques, mentales, visibles, invisibles, et cetera. Et ben, c'est vraiment s'ouvrir un peu nous, les chakras, mmh, comme disait, ma ouais, prédécesseure, Fadila Kadabi, ouvrons un peu nos chakras bien pour, sûr, ouais. hem, penser, les uns aux autres, avoir cette ouverture et je pense que c'est vraiment toute notre société qui en bénéficiera. Donc c'est pour moi, c'est ma boussole vraiment du quotidien et de tout ce que je fais chaque jour. Et là, vos prochains chantiers? Oh, j'en ai beaucoup. Plein? Vos priorités? Alors, Peut-être les aidants, peut-être, l'éducation? j'ai donc faut bien faire atterrir mon chantier de simplification, ma boîte à outils, le chantier fauteuil roulant parce que c'est au Mmh. 1er décembre, on finit les trous de s'assurer qu'il y a pas de trous dans la raquette, et cetera. On déploie, l'école inclusive. On a lancé une mission sur la santé, l'accès aux soins avec Yannick Neuder, autour de comment aussi, mieux accompagner les personnes en situation de handicap et d'ailleurs, c'est génial ce qu'on voit. Moi, j'ai vu, C'est formidable parce que un c'est un accompagnement vrai, à la maternité dans le Nord de femmes en situation vraiment. de handicap, de tout type de handicap. Bah, là aussi, les professionnels de santé, en se mobilisant tous ensemble autour de cet enjeu-là, ils retrouvent du souffle et du sens. Pourquoi je fais du soin? Pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Bah, parce que, j'ai envie de voir des sourires et des belles histoires, Oui, parce que même, de vie, en fait et donc ça bénéficie, encore une fois à tout le monde. l'accès aux soins, c'est quand même, C'est encore hyper quelque chose, important. difficilement. Ensuite, comme je suis aussi en charge de l'autonomie et donc des personnes Mmh. âgées, j'ai un enjeu qui est très important sur la préparation du très, très fort vieillissement de la population qu'on va rencontrer en 2030.
Donc moi, mon cheval de bataille, c'est la prévention de la perte d'autonomie, c'est-à-dire de sensibiliser un peu les Français à, bah oui, un jour, vous aussi, vous allez être en situation de handicap, on va tous le vivre Sûr. parce que Mobilité réduite, c'est sûr. on a une évolution de notre corps, etc. Mais on peut, par plein de choses, le lien social, le lien social, c'est une chose hyper importante pour être bien le plus possible, le plus longtemps possible en bonne santé. C'est le sport, c'est la nutrition, c'est travailler un peu des exercices de cognitifs, etc. Et la fameuse santé Qu'on mentale fasse aussi. de la prévention parce que on a besoin de préparer en fait ce grand virage. La santé mentale et l'accompagnement des aidants qui se sentent épuisés parce que souvent ils se sentent un peu seuls en fait Oublié complètement, ouais. dans ces combats. Donc là aussi on développe des solutions, on doit continuer d'en faire sortir beaucoup d'autres. Et puis le gros chantier, le gros défi, ça va être le défi budgétaire. Et là, moi, j'ai des cycles de travail et de discussion avec les départements, parce que les départements portent les politiques du handicap avec l'État. Et donc, il faut qu'on arrive ensemble à se donner des objectifs et qu'on fixe les moyens de part et d'autre pour atteindre ces objectifs, parce que c'est notre responsabilité commune. Et le tout dans un contexte économique, financier qui est très challengeant, parce que il faut qu'on fasse des réformes pour mieux dépenser l'argent public et pour mieux sécuriser aussi la dette et l'avenir aussi de nos enfants. Parce qu'on a aussi des enjeux géopolitiques qui font qu'il faut qu'on sécurise notre défense. Parce qu'aujourd'hui, notre premier budget, c'est les intérêts des prêts qu'on a faits depuis des décennies. Donc on doit avoir ce sérieux, cette rigueur, et en même temps être efficace, parce qu'il y a encore beaucoup de réponses à développer, à apporter. Donc il faut bien définir où on met les priorités, où on met l'argent, et qu'on arrive à négocier tout ça avec le Parlement, ce qui ne sera pas une mince affaire. Oui. Et justement, il y a énormément de choses à mettre en place et vous avez plein de belles initiatives et plein d'idées. Est-ce que c'est pas frustrant parfois de se dire que vous aimeriez que ça aille plus vite et qu'en fait, il y a tout un process qui est long, justement, vous parliez budget, etc. Comment vous le vivez? C'est hyper frustrant, mais alors hyper. C'est parfois ça me met très en colère. Mais bon, j'essaye de transformer ça en énergie pour rester mobilisée, engagée, focus sur l'objectif, un peu en mode combat en fait. Ouais. Je vais sur mon champ de bataille en fait, je crois que le leadership politique, il est hyper important. On voit bien que si tous les projets, toutes les réussites que je vois, elles partent d'une volonté politique très forte. Que ce soit une politique municipale, inclusive, que ce soit un chef d'établissement scolaire qui veut vraiment faire de l'école un vecteur d'inclusion, que ce soit un chef d'entreprise. Il faut qu'il y ait la volonté vraiment au point de départ. Donc moi, ma volonté, je veux la réaffirmer tout le temps, partout, avec beaucoup d'exigence, avec beaucoup de force. J'essaye de le faire avec beaucoup d'enthousiasme aussi, parce que je pense que l'enthousiasme et voir qu'il y a plein de belles choses qui marchent, ça emporte aussi, Bien ça sûr, donne envie d'y aller, indicatif. ça donne envie de suivre. Quand on l'a vu avec l'élan on en parlait au tout début, des jeux et des Jeux paralympiques. On voit bien que on peut trouver des tas de solutions, et on peut trouver génial d'être autour de nos parathlètes, de partager cette ferveur, Même pour les enfants, d'avoir un engouement énorme top, pour des sports qu'on ne connaissait pas du tout. Donc moi, j'y crois beaucoup, c'est vraiment le moteur. Et oui, il y a des barrières, il y a beaucoup de difficultés. Moi, ce qui m'exaspère, c'est toutes les procédures. Je veux dire, un décret, on fait une loi, c'est très long le processus de la loi. C'est beaucoup de travail avant de construire une loi. C'est beaucoup de travail pour la faire voter, de concertation, etc., de conviction. Et puis après, on n'a pas du tout fini, il faut sortir les décrets. Et pour moi, c'est hyper frustrant de voir le temps de sortie des décrets, de toutes les consultations qu'il faut encore refaire, et de se dire, mais attends, on l'a voté, pourquoi tout le hop, monde là, est d'accord, pourquoi ça demain, n'avance pas pourquoi plus ça vite? Ça, c'est super frustrant, ça, c'est sûr.
Donc je regarde toutes mes marges de manœuvre pour pouvoir aller le plus vite possible et puis surtout je pense qu'il faut être très, très tenace. Moi, je suis hyper tenace, je veux rien lâcher, C'est bien. et il faut un peu, parfois faire abstraction aussi un peu du contexte ambiant qui est très pesant et qui pourrait se dire: «Bon, bah, de toute façon, on n'y arrivera pas». Enfin, moi, je Oui, veux rester pas être dans positif, cette quoi. énergie-là, parfois, c'est un peu dur, mais bon, on est là, c'est pour faire des choses donc faut y aller. J'essaye de transformer ma frustration en En moteur. énergie, en mode combat, Ouais, combattante. et c'est ça, exactement. J'ai une petite question. Quelle est la question qu'on vous pose et qui vous énerve le plus? Alors moi, la question depuis que je suis en politique, qu'on me pose, très souvent et qui m'énerve à fond, et pardon pour les gens qui me l'ont posée avec toute bienveillance, Au moins, ils la poseront. c'est: «Comment tu fais avec tes enfants?» Ah, J'ai envie de dire: «Mais, on en demande pas fait, ça aux hommes, en fait. oui, on demande jamais ça aux hommes. Pourquoi on demande toujours ça aux mamans?» Et c'est une question qu'on m'avait posée quand je vais devenir députée. Bon, avant, j'étais chef d'entreprise, j'avais quand même pas mal de chats à fouetter aussi Mmh. dans mon engagement professionnel et j'étais engagée, sur un plan militant et cetera aussi. Le papa, de mes enfants est en charge de l'export, donc il se déplace beaucoup, à l'international et cetera et je me disais: «Bah, alors lui, on lui a jamais demandé comment il faisait pour aller en déplacement et quand même s'occuper des enfants», alors que moi, c'est une question qu'on me posait tout le temps et qu'on me repose encore régulièrement. Voilà, donc je pense que, je sais que ça part, Bonne de intention. bienveillance parce que, aussi, c'est des mamans qui me posent cette Ouais. question-là parce qu'elles-mêmes se disent: «Mais comment fait-elle?» Mais voilà, je trouve que, c'est un truc qui entrave un peu, les femmes dans leur engagement, pro, de toujours se demander, je fais, comme font, plein de mamans, qu'elles soient, enfin qu'elles aient un travail, ou qu'elles aient, les mille et une, tâches, À faire au quotidien. de toutes les mamans. On trouve un équilibre entre, ce qui, fait partie de ce que l'on a à faire, de ce qu'on se considère aussi comme étant notre devoir et nos envies et puis, l'équilibre, d'être présent aussi, je veille aussi dans mon travail à être, présente aussi, pour mes enfants mais voilà, ça, c'est un peu la question qui m'énerve. Mmh. Et au contraire, une question qu'on ne vous pose jamais et que vous adoriez, Mais c'est pas forcément une question, mais c'est que, les médias s'intéressent plus à la question du handicap, en fait et pas juste quand on dit un et pas juste quand il y a, voilà, buzz effectivement, du sport ou un énorme drame, un gros problème et cetera. Au demeurant, il faut le faire et pointer l'objectif là-dessus, mais de façon globale, je trouve qu'il y a quand même très peu d'écho médiatique aux avancées sur le champ du handicap. Que dès qu'on sort un peu du microcosme, de l'écosystème, on va dire, du handicap, ça me déçoit beaucoup, en fait et parfois on me dit: «Bah, le soufflet des JO retombe» et cetera. Je pense que c'est bon, peut-être il faut un objet, quelque chose, qui accroche peut-être un mmh peu plus, cette énergie, mais en tout cas, je trouve qu'il y a une responsabilité des médias à s'interroger sur, la place qu'ils donnent, aux personnes en situation de handicap. Donc, j'aimerais bien que les médias, nationaux, me posent un peu plus la question de: «Bah, tiens, qu'est-ce que vous avez fait avancer, pour le handicap? C'est quoi un peu vos sujets?» et même au niveau des représentations. Parce que c'est vrai que ce soit au gouvernement ou même dans les médias, dans les médias, il y a moins de 1 de personnes en situation de handicap Ouais. et c'est vrai que, en fait, je pense que s'il y avait plus de représentation dans la sphère médiatique, les gens, y penseraient plus au handicap, attacheraient peut-être plus d'importance à leur quotidien, à tous ces sujets-là. Oui, de façon globale, Que quand on voit plus pas, on on voit pense pas, ouais. et plus on connaît et plus on casse les barrières. C'est pour ça que l'école, c'est hyper important, et c'est pour ça que les médias ont un rôle, fondamental, que dans la culture, c'est pareil. On doit penser à mettre en avant, des artistes, des personnes en situation de handicap et pas parce qu'elles ont un handicap et qu'elles ont su faire un truc super, mais juste parce qu'elles ont fait un truc super, en fait. Oui, il y a pas Et aussi. et ça, voilà, je pense que c'est le jour où on aura passé un peu cette étape-là, je crois que, on aura aussi, réussi à faire, quand même, casser, certaines, barrières. Parfait et le mot de la fin? Le truc qui m'est venu quand vous avez dit ça, c'est bon courage.
Non, surtout pas. Surtout pas, on me le dit pas. Restons. Non, mais je me l'ai envoyé moi-même, en fait. Excusez-moi, mais je me suis dit, bah oui, en fait, bon courage. Chantier, oui. Parce que le contexte fait qu'il faut garder, en fait, cette énergie là bien au chaud. Moi, je garde ma détermination intacte. Donc, elle est là et je veux vraiment la mettre. Alors, je parle beaucoup des personnes en situation de handicap et un peu moins des personnes âgées qui sont aussi le champ de mon travail. Mais pour moi, c'est vraiment devenu un enjeu majeur. Vraiment, et donc, si je dois dire un truc, c'est que je suis vraiment très déterminée pour qu'on fasse vraiment avancer les choses et qu'on applique finalement nos engagements que nous avons pris à l'ONU avec la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap. Eh ben, on a hâte de voir ça et on vous souhaite du coup plein de bonnes ondes pour la suite et donc bon courage. Merci. Un grand merci Madame la Ministre pour votre temps et cet échange Merci authentique. beaucoup à vous. Merci. Merci. Merci à vous Virginie. Merci.